Chers collègues, mesdames et messieurs, chers récipiendaires, chers donateurs, chers mécènes, je souhaite à vous toutes et vous tous la bienvenue pour cette séance solennelle de l'Académie royale de médecine de Belgique pour la remise des prix qui ont été décernés par notre comité scientifique, lesquels ont travaillé d'arrache-pied, et je tiens également à les remercier pour le travail effectué. Mon premier vice-président étant là, je peux commencer la séance officielle. Cette séance sera ouverte par la présentation d'un travail par Madame Pauline Picard, qui est candidate spécialiste doctorante et boursière de la RLB. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais la RLB finance une bourse FNRS. Par conséquent, Madame Picard est donc une boursière qui a été sélectionnée parmi les candidats FNRS pour avoir la bourse de l'Académie. Nous sommes très heureux de la remettre et nous sommes très heureux aussi d'entendre sa présentation qu'elle va faire dans un instant sur le The World Organizational School of Science in Renal Ischemic Preparation. Voilà, et comme je vous passe la parole. Monsieur le Président, chers membres de l'Académie, chers consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, tout d'abord je tenais à vous remercier de me laisser l'opportunité de vous présenter ici mon travail de recherche. Comme vous le savez, l'insuffisance rénale aiguë correspond à une dégradation brutale de la fonction rénale. Afin d'uniformiser la définition, un collège d'experts se sont réunis pour définir l'insuffisance rénale aiguë sur base de deux critères. D'une part, la valeur de la créatinine sérique et d'autre part, la récolte urinaire horaire. Cette échelle comporte donc trois niveaux de gravité croissante de l'insuffisance rénale aiguë et deux niveaux d'évolution clinique. L'insuffisance rénale aiguë chez les patients hospitalisés est un problème fréquent et sérieux, avec une mortalité et une morbidité qui restent élevées, mais également un coût lié à la durée d'hospitalisation et aux manœuvres parfois nécessaires de réanimation ou d'épuration extra-rénale. Le traitement à l'heure actuelle repose essentiellement sur des manœuvres supportives, en l'absence de traitement spécifique ciblé. 30 à 40% des insuffisances rénales aiguës chez les patients hospitalisés s'observent dans les décours post-opératoires, notamment en cas de chirurgie vasculaire, liée aux dommages tissulaires provoqués par l'ischémie. Les états de choc non infectieux et les sepsis sévères représentent également des causes fréquentes d'insuffisance rénale aiguë chez les patients admis en réanimation. Et enfin, la transplantation d'organes, de par l'interruption inévitable de la perfusion, entraîne également des dommages ischémiques qui peuvent conditionner à long terme la survie du greffon. Donc brièvement, au niveau physiopathologique, l'ischémie correspond à une réduction ou à une interruption de la perfusion d'un organe, ce qui entraîne un déséquilibre entre d'une part les besoins énergétiques de la cellule nécessaires à son fonctionnement et sa survie, et d'autre part les apports en nutriments et en oxygène. La production d'ATP lors d'une ischémie devient donc insuffisante pour assurer les besoins énergétiques, avec un relais qui est pris par la glycolyse anaérobie, mais qui est moins rentable sur le plan énergétique. Il s'ensuit donc une perturbation au niveau du fonctionnement cellulaire, avec, donc, comme on le voit ici, dans le cadre des conditions normales, donc avec ici les cellules épithéliales tubulaires rénales, ici les cellules endothéliales et vasculaires dans les conditions normales avec l'espace interstitiel. Dans le cadre de l'ischémie, on observe une perte de la polarisation cellulaire, un détachement de cellules, un œdème des cellules endothéliales vasculaires, excusez-moi,
et un recrutement de cellules inflammatoires. La reperfusion représente également une attaque brutale contre la cellule, liée à la libération des radicaux libres cytotoxiques et des cytokines pro-inflammatoires. L'addition de tous ces phénomènes entraîne la mort cellulaire par nécrose ou apoptose. La question se pose donc, comment peut-on atténuer le dommage ischémique? Si l'on s'en réfère à Nietzsche, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est également ce que pensait Alexandre le Grand et plus récemment Kelly Clarkson. Donc l'ensemble des manœuvres qui sont utilisées pour atténuer ou prévenir les dommages liés à l'ischémie-reperfusion est regroupé sous le terme de préconditionnement ischémique. Le préconditionnement ischémique consiste à exposer l'organe à de brefs épisodes, mais répétés, d'ischémie avant une ischémie prolongée, ce qui correspond dans le cadre d'un préconditionnement ischémique chirurgical à des épisodes de clampage et déclampage du pédicule vasculaire. Lors de la transplantation d'organes, le préconditionnement ischémique chirurgical pourrait être réalisé, mais risquerait d'endommager les structures vasculaires. Il est donc important d'identifier les cibles cellulaires et tissulaires du préconditionnement ischémique afin de développer une approche pharmacologique prudente et efficace. Différentes cibles ont été testées à ce jour chez les rongeurs, basées sur les 4 voies dans le cadre de l'ischémie-reperfusion, à savoir l'hypoxie, le stress oxydatif, l'inflammation et le métabolisme, avec à chaque fois donc, des cibles intracellulaires et des substances pouvant les moduler. Par exemple, les gènes HIF pour hypoxie inductible factor sont impliqués dans les mécanismes cellulaires qui augmentent la tolérance à l'hypoxie. Leur régulation positive, soit par la détection d'une hypoxie endogène, soit par des substances comme l'érythropoïétine, permet de conférer une protection aux cellules contre les dommages ischémiques. Le rein préconditionné se caractérise également par une activation de l'hème oxygénase et des isoformes inductibles, avec donc une augmentation de l'oxyde nitrique et également une modulation qui est possible par exemple par l'éthanol. Et enfin, d'autres études ont montré que l'AMPK, qui est donc un senseur énergétique au niveau cellulaire, pouvait également être modulé par la metformine et augmenter la protection rénale à l'ischémie. Mais en outre, les cellules stromales mésenchymateuses ont été étudiées dans le cadre de ces lésions d'ischémie-reperfusion afin d'étudier également leurs propriétés néphroprotectrices. Cet article est passé en revue récemment. Donc, les cellules stromales mésenchymateuses représentent une population hétérogène de cellules dont la définition repose sur 3 critères sur base de la Société internationale de thérapie cellulaire. La première est l'adhérence au plastique. Le deuxième critère est la présence de certains marqueurs de surface et la négativité pour d'autres marqueurs de surface, en l'absence d'un marqueur de surface unique spécifique à ces cellules. Et le troisième critère est leur capacité de différenciation en ostéoblastes, adipocytes et chondroblastes. Les cellules stromales mésenchymateuses peuvent être isolées de la moelle osseuse hématopoïétique, mais également du tissu adipeux, du sang de cordon ombilical ou encore du liquide amniotique. Les effets des cellules stromales mésenchymateuses sur les lésions induites par l'ischémie-reperfusion s'expliquent par leurs propriétés anti-inflammatoires, de réparation tissulaire, mais également leur capacité immunorégulatrice, avec une action connue sur les lymphocytes T et notamment une augmentation du nombre de lymphocytes T régulateurs, ce qui est particulièrement important dans le domaine de la transplantation d'organes. De nombreuses études précliniques se sont donc intéressées au rôle des cellules stromales mésenchymateuses dans l'ischémie-reperfusion, avec, comme vous le voyez, des études initiées en 2010 pour augmenter de façon exponentielle ces derniers temps. Donc il est important de noter dans ces études, et vous verrez pourquoi dans la suite de la présentation, que dans ces modèles, l'injection des cellules stromales mésenchymateuses faisait suite, donc était réalisée après un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale. Donc qu'en est-il chez l'humain? Des études cliniques ont également été initiées afin d'étudier le rôle des cellules stromales mésenchymateuses dans les lésions induites par l'ischémie-reperfusion, avec 2 domaines importants, la transplantation d'organes solides, mais également les insuffisances rénales aiguës faisant suite à des chirurgies vasculaires. À l'Université de Liège, notamment, une étude est en cours, initiée par le professeur Dautry, le docteur Weckers et le professeur Beguin,
afin d'étudier, donc en comparant deux groupes de patients qui ont reçu une transplantation soit de rein, soit de foie, suivi ou non de l'injection de cellules stromales mésenchymateuses après un schéma d'induction classique. Cette étude a donc pour but d'étudier la sécurité des cellules stromales mésenchymateuses, mais également leur effet sur le greffon et la survie du greffon à long terme. Dans le domaine de l'insuffisance rénale aiguë qui fait suite à une chirurgie vasculaire, une étude récente a été publiée, donc en 2014. Cette étude donc, comparait deux groupes de patients qui avaient eu une chirurgie vasculaire et développé dans les suites une insuffisance rénale aiguë. Le premier groupe avait reçu des cellules stromales mésenchymateuses après l'intervention, donc le développement de l'insuffisance rénale aiguë. Le second groupe n'en avait pas reçu. Malheureusement, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne le délai de récupération de la fonction rénale, la mortalité et la nécessité de dialyse. Si l'on veut essayer de comprendre pourquoi les résultats de cette étude, il y a une notion qui est importante, c'est que les propriétés des cellules stromales mésenchymateuses sont influencées par de très nombreux paramètres. Il est donc établi que le mécanisme d'action des cellules stromales mésenchymateuses était lié à la sécrétion de facteurs solubles, dont certains sont constitutivement exprimés par les cellules et d'autres sont induites par l'environnement. Il est clairement établi que l'environnement des cellules stromales mésenchymateuses est primordial sur leur profil fonctionnel, à savoir qu'elles ne sont pas constitutivement immunosuppressives, mais qu'elles nécessitent une activation pour le devenir. Cette dia illustre donc qu'il y a de nombreux paramètres qui influencent leur profil fonctionnel, des paramètres qui sont liés aux cellules elles-mêmes, donc leur tissu d'origine, les conditions de culture, la cryopréservation, mais également des paramètres qui sont liés à leur environnement, notamment le cocktail de stimulation par les cellules immunes. Et nous sommes plus particulièrement intéressés à un paramètre qui est donc le timing d'administration des cellules stromales mésenchymateuses par rapport au phénomène d'ischémie-reperfusion. Dans ce domaine, donc l'équipe de Remuzzi a publié une étude. À notre connaissance, c'est la seule étude préclinique qui a étudié les effets d'une injection de cellules stromales mésenchymateuses avant un phénomène d'ischémie-reperfusion sur un modèle complexe de transplantation rénale. Dans cette étude, ils ont donc divisé des souris en 5 groupes. Le premier groupe a reçu des cellules stromales mésenchymateuses un jour avant transplantation. Le deuxième groupe a reçu des cellules stromales mésenchymateuses 7 jours avant une transplantation rénale. Le troisième groupe a reçu des cellules stromales mésenchymateuses 7 jours avant et 1 jour avant une transplantation rénale. Le quatrième groupe n'en a pas reçu et le cinquième groupe a reçu des cellules stromales mésenchymateuses 48 heures après un phénomène de transplantation rénale. Lorsqu'on regarde les résultats au niveau de la fonction rénale, on voit que les moins bons résultats sont obtenus pour le groupe de souris ayant reçu les cellules stromales mésenchymateuses 48 heures après une transplantation rénale. Les meilleurs résultats sont obtenus chez ceux ayant reçu une double injection 7 jours avant et 1 jour avant une transplantation rénale. En termes de survie du greffon, dans le groupe ayant reçu les cellules stromales mésenchymateuses après le phénomène de transplantation rénale, les greffons sont perdus en déant les 20 jours, tandis que la meilleure survie est observée dans le groupe ayant reçu une double injection de cellules stromales mésenchymateuses avant la transplantation rénale. Qu'en est-il chez l'homme? La même équipe a réalisé 2 études sur 2 patients greffés rénaux. Dans la première étude, les patients ont reçu des cellules stromales mésenchymateuses 7 jours après une transplantation rénale, avec un schéma d'induction que voici. Dans le deuxième groupe, les patients greffés rénaux ont reçu des cellules stromales mésenchymateuses 1 jour avant une transplantation rénale avec un schéma d'induction un peu modifié. Dans le premier groupe, donc, qui avait reçu les cellules stromales mésenchymateuses 7 jours après la transplantation, dans le suivi, les auteurs ont noté une dégradation brutale de la fonction rénale. La biopsie n'a pas montré de rejet, mais par contre, la présence de cellules inflammatoires polynucléaires neutrophiles et de dépôts de compléments. L'hypothèse qu'ils ont retenue était celle d'un engraftment syndrome, c'est-à-dire que l'environnement inflammatoire du greffon dans le décours de l'opération aurait pu recruter et activer les cellules stromales mésenchymateuses vers un profil pro-inflammatoire et non anti-inflammatoire. Dans le deuxième groupe, qui avait donc reçu les cellules stromales mésenchymateuses avant transplantation, ils n'ont pas noté d'engraftment syndrome, mais un des 2 patients a présenté un rejet aigu. La troisième étude dont on attend les résultats sera donc
le même schéma d'induction que dans la première étude, avec une injection de cellules stromales mésenchymateuses préalablement à la transplantation. Donc, afin de préciser l'importance du timing d'administration des cellules stromales mésenchymateuses dans le cadre de l'ischémie-reperfusion, nous avons réparti des rats Lewis en 4 groupes. Le premier groupe a reçu des cellules stromales mésenchymateuses 7 jours avant un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale. Le deuxième groupe a reçu du liquide physiologique 7 jours avant un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale. Le troisième groupe a reçu des cellules stromales mésenchymateuses 1 jour après un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale. Et le quatrième groupe a reçu du liquide physiologique 1 jour après un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale. Dans tous ces groupes, un prélèvement sanguin a été réalisé 48 heures après le phénomène d'ischémie-reperfusion. Notre modèle d'ischémie-reperfusion était le suivant. Donc nous avons réalisé une laparotomie médiane, suivie du clampage du pédicule vasculaire rénal gauche durant 45 minutes. Pendant ce temps, nous avons réalisé une néphrectomie droite, et ensuite une reperfusion durant 48 heures. Après 48 heures, les rats étaient sacrifiés avec prélèvement du sang au niveau de la veine cave inférieure, prélèvement du rein gauche de la rate. Les cellules stromales mésenchymateuses étaient injectées par voie intraveineuse au niveau caudal, donc soit 7 jours avant, soit 1 jour après l'ischémie. Et les cellules stromales mésenchymateuses provenaient de rats Lewis consanguins que nous avons isolés de la moelle osseuse du tibia et du fémur. Nous avons cryopréservé, nous avons décongelé 1 mois avant l'expérience. Les marqueurs de surface habituels des cellules stromales mésenchymateuses ont été confirmés par cytométrie de flux, avec donc une positivité par exemple du CD90 et la négativité du CD45. Donc voici nos résultats préliminaires sur base de la créatinine sérique. Dans le premier groupe, donc le groupe qui avait reçu des cellules stromales mésenchymateuses 7 jours avant le phénomène d'ischémie-reperfusion rénale, la valeur moyenne était de 1,39 en comparaison à 2,35 dans le groupe qui avait reçu des cellules de liquide physiologique 7 jours avant. La différence entre les deux groupes était statistiquement significative. Dans le groupe qui avait reçu des cellules stromales mésenchymateuses 1 jour après l'ischémie-reperfusion, la valeur moyenne de la créatinine sérique était de 4,85 en comparaison à 3,27 dans le groupe ayant reçu du liquide physiologique 1 jour après. La différence entre les deux groupes est également statistiquement significative. Au niveau des valeurs de l'urée, on note la même tendance. Donc, sur base des résultats préliminaires, il semblerait dans notre étude que l'administration de cellules stromales mésenchymateuses 7 jours avant un phénomène d'ischémie-reperfusion rénale permettent de protéger en comparaison à l'administration de liquide physiologique ou à l'administration de cellules stromales mésenchymateuses 1 jour après, qui, elles, semblent être délétères sur base, en tout cas, des résultats au niveau sanguin. Donc, nos résultats doivent être confirmés par des études fonctionnelles avec une quantification histologique du dommage ischémique avec ou sans cellules stromales mésenchymateuses. Nous comptons également faire une caractérisation transcriptomique et métabolomique de l'impact des cellules stromales mésenchymateuses sur le rein, une spécification de l'impact des cellules stromales mésenchymateuses sur les acteurs de l'inflammation et de l'immunité rénale, et également une investigation des interactions entre les cellules stromales mésenchymateuses et les cellules épithéliales rénales. Il serait également intéressant de voir l'effet d'un préconditionnement par cellules stromales mésenchymateuses d'une cohorte de patients nécessitant une chirurgie cardio-thoracique. Donc, en conclusion, l'insuffisance rénale d'origine ischémique est un problème qui est fréquent et grave. Le préconditionnement ischémique rénal protège les reins du dommage ischémique, mais il est difficile au niveau pharmacologique de réaliser des applications chez les patients. Les cellules stromales mésenchymateuses semblent être une perspective prometteuse, avec une nouvelle approche pour le préconditionnement ischémique rénal. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie bien sûr l'Académie de médecine Belgique de son soutien, également le laboratoire de néphrologie, Dr Jouret, le service de néphrologie, le professeur Kresinski, de chirurgie abdominale avec le professeur Dautry et d'hématologie avec le professeur Benoît. Merci pour votre attention.